Maintenant, j'arrive au cycle de Cori, ou on peut l'appeler aussi coopération entre muscles et foie. Ces deux organes complètement différents se trouvent dans des endroits complètement différents, mais ils coopèrent ensemble. C'est ce qu'on appelle cycle de Cori. Donc, lors d'un effort physique intense, en absence d'oxygène, le glucose est dégradé par la glycolyse avec formation de 2 pyruvates et 2 ATP sont produits. Alors, les 2 pyruvates en absence d'oxygène sont convertis en 2 lactates. Le lactate, je vous l'ai dit, c'est un déchet. Il doit être excrété hors de la cellule où il est réutilisé. Donc, les 2 lactates quittent le muscle, sont pris en charge par le sang, transportés jusqu'au foie. Alors, au niveau du foie, les 2 lactates vont redonner 2 pyruvates puisque la réaction est réversible. Il n'y a aucun problème. Les 2 pyruvates vont former du glucose par néoglycogénèse. Le glucose formé à son tour, pris en charge par le sang, transporté jusqu'au muscle. Pourquoi il est retransporté au niveau du muscle? N'oubliez pas que le muscle a dégradé son glycogène lors de l'effort physique. Donc, le glucose qui a été fabriqué par l'agneau, il va être ramené au niveau du muscle pour produire le glycogène musculaire qui a été consommé. Ou bien, si l'effort physique est toujours en cours, ce glucose qui a été ramené sera dégradé par la glycolyse pour former du pyruvate, lactate, etc. Si l'effort physique a terminé, il n'y a pas de problème. Le glucose va restituer le glycogène. Restituer, c'est-à-dire rendre ce qui avait été perdu. Et dans notre cas, c'est le glycogène. Passons maintenant à la régulation réciproque de la glycolyse et de l'agneau. Donc, la glycolyse est une voie de dégradation du glucose. L'agneau est une voie de synthèse du glucose. Ces deux voies sont réciproques. Donc, une doit travailler alors que l'autre doit s'arrêter. Ces deux voies ne peuvent pas travailler ensemble. On ne peut pas à la fois dégrader le glucose et le synthétiser. Par conséquent, ces deux voies antagonistes réciproques auront les mêmes inhibiteurs et activateurs. Mais celui qui inhibe la voie 1 va activer l'autre voie et vice-versa. Celui qui va inhiber la glycolyse, il va en même temps activer l'agneau et vice-versa. Les réactions maîtrises de la glycolyse et l'agneau sont toujours les réactions irréversibles. On va voir la première réaction irréversible. C'est la PFK1. On va voir les sites majeurs de la régulation. On a la PFK1, c'est-à-dire la transformation du fructose 6-phosphate en fructose 1,6-bisphosphate. Donc ici, c'est la glycolyse. Et ici, l'enzyme antagoniste, c'est la phosphatase, c'est-à-dire la fructose 1,6-bisphosphatase. Lorsque la chaîne respiratoire travaille, elle produit l'énergie et il y a assez d'énergie dans l'organisme. La chaîne ralentit. Si la chaîne respiratoire est ralentie, le signal est donné au cycle de Krebs de ralentir aussi. La concentration en ATP et citrate va s'augmenter. L'ATP vient de la chaîne respiratoire et le citrate vient du cycle de Krebs. Donc, forte concentration en ATP et citrate, ils vont inhiber, ils vont arrêter la PFK1. Ils vont donner l'ordre à la glycolyse d'arrêter. On n'a pas besoin de produire d'énergie. J'ai assez d'énergie qui est produite. L'organisme n'a pas besoin d'énergie. Il a besoin du glucose. Donc, ils vont inhiber la PFK1. Au même moment, l'ATP et le citrate vont activer la phosphatase. Donc, la glycolyse s'arrête et l'agneau se met en route. La PFK1 est activée par de concentrations élevées en AMP, ADP, fructose 2,6-bisphosphate. Alors, l'ADP et l'AMP viennent de l'hydrolyse de l'ATP en ADP ou en AMP. C'est-à-dire, quand j'ai trop d'AMP ou d'ADP, ça veut dire que j'ai hydrolysé toute mon ATP. L'organisme maintenant, il a besoin de produire de l'ATP. Et il faut que la glycolyse reprenne. Donc, l'ADP, l'AMP, le fructose 2,6-bisphosphate vont activer la PFK1 et en même temps vont inhiber la néoglycogénèse. Ainsi, l'agneau va s'arrêter. Elle va plus produire de glucose parce que j'ai pas besoin de glucose. J'ai besoin de l'énergie. J'ai besoin de dégrader le glucose pour produire de l'énergie. Ici, l'agneau s'arrête et la glycolyse se met en route. Passons à l'autre voie de régulation. Lorsque le pyruvate est fabriqué par la glycolyse, il a deux destinées.
ou il va être dicarboxylé en acétyl-CoA, ou il va être carboxylé en oxaloacétate. Donc, si l'organisme a besoin de produire d'énergie, le pyruvate va s'orienter vers la production d'acétyl-CoA. Donc, cycle de Krebs, chaîne respiratoire. Maintenant, si l'organisme n'a pas besoin de produire de l'énergie, mais il a besoin de produire du glucose, donc l'organisme va s'orienter vers la production du pyruvate par carboxylation de l'oxaloacétate, qui sera utilisé par l'agneau. Donc, la régulation va se faire ici. Si j'ai trop d'acétyl-CoA, c'est-à-dire lorsque la concentration en acétyl-CoA augmente, ça signifie que le cycle de Krebs n'est pas en train de travailler. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'énergie. Juste une remarque, je parle dans le cas normal, où il n'y a pas d'inhibiteur, ni perturbateur, ni rien du tout. Celle-ci, c'est la régulation normale, sans aucun perturbateur. Revenons. Donc, si le cycle de Krebs n'est pas en train de fonctionner, ça veut dire que la chaîne respiratoire n'est pas en train de fonctionner. Ça veut dire que l'organisme a assez d'énergie. L'acétyl-CoA va devenir lui-même inhibiteur. Il va inhiber la pyruvate déshydrogénase et en même temps activer la pyruvate carboxylase. Donc, en inhibant la pyruvate déshydrogénase, il n'y aura plus de formation de l'acétyl-CoA. Il n'y aura que formation de l'oxaloacétate. Donc, la production d'énergie ici va s'arrêter et il va y avoir juste que l'agneau qui se met en route. Alors, le cas inverse. Lorsque l'organisme a besoin d'énergie, la concentration d'acétyl-CoA va baisser. En baissant, l'inhibition de la pyruvate déshydrogénase va être enlevée, donc celle-ci devenue normale, et là va s'arrêter. La dernière inhibition. Tout à l'heure, je vous ai dit que la PFK1 est inhibée par l'ATP. Alors ensuite, le fructose 1,6-bisphosphate qui est obtenu par phosphorylation du fructose 6-phosphate par la PFK1. Donc le fructose 2,6-bisphosphate, il est obtenu par phosphorylation du fructose 6-phosphate par la PFK2, pas la PFK1. La PFK1 me donne le fructose 1,6-bisphosphate, d'accord? On a dit aussi que le fructose 2,6-bisphosphate lui aussi est un régulateur. Alors, la PFK2 existe sous deux formes, une forme déphosphorylée et une forme phosphorylée. Lorsqu'elle est déphosphorylée, elle phosphoryle le fructose 6-phosphate en fructose 2,6-bisphosphate. Et lorsqu'elle est phosphorylée, elle déphosphoryle le fructose 2,6-bisphosphate en fructose 6-phosphate. Voici le fructose 2,6-bisphosphate. Il active la PFK1, n'est-ce pas? Alors, il active la PFK1 et en même temps, il inhibe la phosphatase, c'est-à-dire il active la glycolyse et il inhibe la neoglycogénase. Lorsque sa concentration est élevée, c'est-à-dire il active la glycolyse et inhibe la neoglycogénase lorsque sa concentration est élevée. Donc lorsque le fructose 6-phosphate est phosphorylé en fructose 2,6-bisphosphate. Alors, le cas contraire, lorsque sa concentration baisse. Quand est-ce que sa concentration baisse? Lorsqu'elle est déphosphorylée en fructose 6-phosphate par la PFK2 phosphorylée. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, la glycolyse s'arrête et l'agneau commence à travailler.